Les compétences, la clé de la performance dans les entreprises. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pulse. Selon le CDE, la durée de vie technique d'une compétence est de 2 ans, contre 30 ans en 1987. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le développement des compétences en entreprise et l'évolution de ce dernier. Pour nous éclairer sur le sujet, on reçoit Camille et Jonathan. Bonjour Camille, bonjour Jonathan. Merci d'être là pour ce nouveau épisode de Pulse. Je vous laisse vous présenter. Merci Hamza pour l'invitation. Donc Camille, la DRH de Clara, une solution RH qui est autour de l'engagement collaborateur au service du terrain. Je te laisse la main, Jonathan. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Jonathan Golfard, je suis le directeur du développement RH pour le groupe Synergie. Synergie, c'est un groupe de travail temporaire et d'expertise RH. Alors les compétences clés, la clé de la performance en entreprise aujourd'hui, on parle beaucoup principalement de soft skills, d'ailleurs beaucoup plus que de hard skills. Dans une étude récente, on voyait notamment qu'un tiers des formations issues des plans de formation concernaient principalement les soft skills, ce qui est important. On aurait fait la même étude il y a 10 ans, on n'aurait pas été à un tiers. Est-ce que tu peux, Camille, nous clarifier un peu, nous redire ce qu'est un soft skill, ce qu'est un hard skill ? Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce que je trouve que les compétences en général, on parle de savoir-être, savoir-faire. C'est vrai que sur un CV, on ne va pas s'arrêter ni à l'un ni à l'autre. Aujourd'hui, on va plutôt aller chercher autour d'un talent plus qu'une ressource humaine. Donc, on va aller chercher justement tout ce que la personne sait faire, je veux dire sur le terrain, le côté opérationnel, métier, mais aussi derrière tout ce qu'elle va apporter à l'entreprise, la créativité, je sais pas moi, la communication, la complexité la complicité qu'elle va apporter justement avec les collaborateurs. Donc, je dirais que c'est bien plus loin que juste de faire la dissociation entre soft et hard skills, en sachant que maintenant on parle même de mad skills. Qu'est-ce qui fait que tu es un collaborateur unique par rapport au reste de la population sur le même métier que toi? C'est marrant, tu as introduit en disant aujourd'hui dans un CV, vous utilisez encore les CV ? Pas spécifiquement, mais aujourd'hui c'est le mode d'application et de candidature qui est le plus retrouvé. Sur Welcome to Jungle, on a encore les CV et les lettres de motivation, quoi. Ouais. Alors, moi, j'aime toujours commencer par la question sur comment est structurée aujourd'hui votre équipe RH. Et pareil pour Jonathan, comment aujourd'hui on structure une équipe de développement RH et c'est quoi les différents rôles que vous avez ? Tu vas nous dire quoi ? T'as hoché les sourcils, tu vas nous dire je suis tout seul en fait. On est en structuration, on se crée. Voilà, c'est bon. Vas-y, commence. Je t'en prie. Ok. Alors, comment on structure aujourd'hui une équipe ? Ça dépend déjà de ce que tu mets derrière développement RH. Des fois, tu as du recrutement, des fois, tu as du learning, des fois, tu as de la gestion de carrière. Enfin, ça dépend vraiment. Typiquement, moi, en recrutement, j'ai à peu près 5-6 personnes pour un volume de environ, on va dire, 800 recrutements. Et après, à côté de ça, sur la partie learning, ça dépend si tu digitalises ta formation, si la formation tu la délègues à tes opérationnels directement dans ton réseau, ou alors si tu le fais en centralisé. Donc c'est vraiment très variable en fonction aussi de la taille de la boîte. Mais moi, typiquement, j'ai à peu près 2 chargés de formation qui sont sur la partie plutôt planification et logistique. Et après, il y a des formateurs plutôt indépendants. Ok, très bien. Et de mon côté, donc moi je suis arrivée il y a 8 mois chez Clara, donc lors de la levée de fonds. On est justement allé chercher cette levée pour faire un scaling up. Et le but, c'était justement d'avoir quelqu'un en RH. Donc je suis arrivée, il n'y avait personne. C'est les 2 cofondateurs qui assuraient. Et là, moi, mon enjeu, c'est plutôt de rendre compte dans les mois là, qui viennent de se dérouler. Je suis arrivée, on était 16 collaborateurs, on en est déjà 33. J'ai encore des arrivées prévues. Donc l'enjeu, c'était, OK, côté recrutement, je vais clairement avoir besoin de relais. Mais je dirais qu'il y a aussi un vrai enjeu de suivi de nos outils. C'est-à-dire que l'idée, dans une phase de croissance, c'est d'assurer les outils qui vont nous permettre d'accompagner au mieux. Je pense à des outils de formation comme par exemple Udemy. C'est bien de mettre en place la plateforme, mais si derrière, il n'y a aucune gestion, on va dire, ou même pilotage de tout ce qu'on va récolter en termes de quels sont les parcours utilisés, quelles sont les formations les plus lues, relues, revues par les équipes. Et je dirais aussi, plus globalement, au-delà des outils qu'on va aller chercher, les équipes qui vont s'assurer que, en interne, les bonnes pratiques sont partagées, qu'il y a un partage aussi en interne de toutes ces connaissances-là et des tips and tricks, quels que soient les métiers. Ouais. C'est nouveau pour toi, ce monde des startups ou Pas du tout, ça fait 8 ans. Je viens d'une autre startup, toujours de l'univers tech, et justement avec ces phases de scaling up importantes. Donc avec souvent les mêmes enjeux, je retrouve des enjeux que j'ai eus. Là, j'imagine la priorité, c'est le recrutement. C'est un peu le recrutement. J'imagine que c'est plus ou moins la même chose aussi de ton côté, Jonathan. Là, la priorité reste plus le recrutement que les autres enjeux RH. Alors tout de suite là, maintenant, alors on parle, non pas trop, parce que conjoncturellement, en ce moment, l'intérim, c'est complexe, mais non, pour l'instant, moi, ma priorité, c'est vraiment le learning là aujourd'hui.
Ok. Fidélisation plus Ouais. que... Ouais. Former nos collaborateurs, correctement les onboarder, correctement les pré-border, enfin tout ça. Mais Ok. le recrutement, si, c'est venu, bien évidemment, c'est Ouais. c'est cyclique, mais oui, là pour l'instant, c'est plutôt le learning. Mais Ok. t'as pas l'impression que ça se recoupe quand même? Recrutement et tout le reste en fait, parce qu'un bon onboarding c'est aussi une forme de formation. Enfin, t'assurer que dès les débuts, le collaborateur a tout ce qu'il faut aussi disponible pour rester, s'inscrire et du coup, si son onboarding n'est pas de bonne qualité, derrière il va pas forcément s'inscrire plus longtemps. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'aussi, quand tu formes correctement tes collaborateurs derrière le onboarding, bah forcément, ils partent moins vite. Et donc, bah, tu as moins à recruter. Sur la partie onboarding, moi, je trouve que aujourd'hui, on met beaucoup d'énergie sur cette partie onboarding. Et après, il y a un vide considérable. Pardon. D'ailleurs, c'est sidéral et considérable. C'est un mot valise. Mais c'est vrai que, tu vois, tu vas prendre un parcours de onboarding classique. Tu vas avoir, je sais pas, 2-3 mois peut-être en fonction des postes. Et derrière, pendant 2 ans, bah, ils vont pas être formés. Et là, c'est comme avec la marque employeur. Au début, tu vas avoir une super promesse et derrière, ton expérience employée, elle se casse. Ouais, Enfin, c'est elle hyper se déceptif, la figure, en quoi. fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au continu pour qu'on n'ait pas cet effet waouh à l'onboarding et derrière, après, le désert. L'enjeu étant donc de concilier l'acquisition et la rétention de tes talents. Ouais. Parce que souvent, on fait souvent, bon, on va bosser sur l'acquisition ou la rétention, mais Et c'est C'est souvent pas les rarement mêmes quelque chose équipes qu'on- aussi. ouais. Donc, c'est pour ça. Mais ouais, complètement. Bah, c'est rarement les mêmes équipes qui bossent dessus. Ouais. c'est un peu ça. Chez moi, c'est les mêmes. C'est quoi un plan de développement des compétences? On entend beaucoup parler de ça. Et pourquoi c'est crucial aujourd'hui, Jonathan? Aucune idée. Non, je déconne. Non, mais un plan de développement des compétences, franchement, je pense que c'est déjà quelque chose. Alors, je pense que tu vois, tu as le côté un peu officiel du plan de développement des compétences où tu as ton recueil de besoins, tu as tes stratégies d'entreprise qui font que tu formes tes collaborateurs selon une certaine dynamique, selon certaines thématiques. Mais je pense qu'un plan de développement des compétences, au-delà du côté régalien, il y a quelque chose qui tourne autour de l'accompagnement individualisé. C'est-à-dire de quoi ont besoin tes collaborateurs pour développer leurs compétences afin qu'ils servent l'entreprise. Et pas forcément cette logique où tu déploies des grosses formations pour tout le monde. On sait qu'on doit former sur le commerce, donc tout le monde passe au commerce. Il y a un côté aussi très, je pense, chirurgical qui est très difficile aujourd'hui, mais qui est très attendu par les collaborateurs. Donc un plan de développement des compétences, c'est un 360 entre ce dont a besoin l'entreprise, mais ce dont a besoin aussi le collaborateur. Et ça, souvent, on a tendance un peu à le mettre de côté. Bon, ça revient en force en ce moment, mais voilà. Quand tu dis un 360, je vais rebondir directement dessus. Le 360, c'est un bon outil, non, pour participer à ce plan de développement individuel? Alors, ouais, c'est un bon outil. Je pense qu'il est plus utilisé dans les startups aujourd'hui que dans ou les PME, ça dépend, mais que dans les boîtes qui culturellement ont pas trop l'habitude d'avoir des feedbacks de tous les côtés. Parce qu'aujourd'hui, un 360, quand tu l'utilises, il faut aussi former tes managers à accueillir entre guillemets la critique et en ce moment, on sait que les managers, voilà, ils sont au cœur de plusieurs sujets. Et voilà, il y a ce côté 360. Oui, on peut le mettre, mais pas n'importe comment. Mais du coup, là, tu parlais des managers. Du coup, c'est quoi leur rôle dans la formation, par exemple, dans ton cas aujourd'hui? Les managers, pour moi, c'est des acteurs c'est les acteurs de premier rôle sur la formation. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent déterminer aussi, c'est eux qui connaissent le mieux leurs collaborateurs. Donc, c'est eux qui savent sur quelle formation le collaborateur a besoin. C'est eux qui recueillent le souhait du collaborateur de manière générale en continu et qui sont en mesure de le remonter auprès soit de la DRH, soit des instances dirigeantes. Donc il a vraiment un rôle de pivot entre les besoins du collaborateur et les besoins de l'entreprise. Il est toujours entre ces deux niveaux et il est primordial aujourd'hui, le manager de proximité. Et pour faire un point de comparaison, c'est quoi le rôle du manager sur toute la partie formation RH? J'allais rebondir sur justement le fait que les managers sont trop souvent délaissés, on va dire, par les RH, qui sont pas assez en fait en tandem avec eux. C'est-à-dire que les RH sont au cœur aussi des sujets. Et quand un manager a recueilli en effet un besoin en formation, c'est difficile pour lui d'aller faire le dernier kilomètre. C'est souvent les RH qui vont dire ok, côté OPCO, qu'est-ce qui va se passer, côté prise en charge, etc., les budgets. Et en effet, on va plus faire aujourd'hui dans les startups des plans de carrière à 25 ans. Clairement, on sait que c'est pas le cas. Par contre, d'aller animer et rythmer, j'allais dire en continu, des parcours dans les startups, c'est hyper important parce que c'est des cycles de vie qui sont assez courts. Donc forcément, au bout de quelques mois, on s'est déjà rendu compte de tous les projets qu'on aura réalisés,
vers quoi on a envie de monter, quels sont les trous dans la raquette par rapport à moi, mon profil, mon métier, mes compétences, sur quoi est-ce que je pourrais aller encore un peu plus loin. Et je dirais qu'il y a quand même un système de mentoring qui est assez fort dans les startups. En effet, il y a beaucoup cette culture du feedback. Il ne faut pas être, à feedback à outrance, parce que pour le coup, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Tout le monde te fait du feedback, à quel titre, à juste titre ou pas du coup, mais voilà, l'idée, c'est pas forcément d'aller constamment te remettre en question sur ce que tu as fait. Est-ce que c'est pas lié aussi à la taille de la startup? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de startups de 20-30 personnes réussir dans ce modèle. Et à partir du moment où elles ont dépassé les 100 collaborateurs, ça a explosé. Et d'ailleurs, tous les collaborateurs qui étaient arrivés, on va dire, dans les premières vagues de recrutement, ont complètement disparu. Ils sont tous partis. Plus, ouais. Parce que l'entreprise a dû se réinventer. C'est plus une startup, ça devient une PME. Et là, je dirais que c'est l'ADN qui a bougé du coup. C'est la culture qui n'a pas été assez forte, entre guillemets. Je rebondis sur le fait, tu dis les RH doivent être au contact des managers. Après, ouais, mais à condition d'avoir suffisamment de RH. C'est ce que je veux dire. Dans la composition de l'équipe RH, il faudrait qu'il y ait des gens dédiés un peu à ces aspects-là. Pas forcément que formation et suivi collab, mais en relais des managers directs, parce qu'ils connaîtront parfaitement les enjeux des managers qui, en effet, sont amenés à gérer de plus en plus de sujets. Et je veux dire, dans le dur, quoi. Comment tu t'assures, Jonathan, qu'il n'y a pas que la donne n'est pas biaisée dans le sens où les managers, comment tu fais confiance aux managers? Parce que admettons Hamza, non, mais c'est une question que je me pose. Mais c'est vrai. Admettons Hamza est mon manager, je lui dis bah voilà, je suis en marketing, tu vois, par exemple. Je lui dis j'ai besoin d'une formation réseaux sociaux, par exemple. Et il va me dire bah non machin, et il va pas te la remonter. Alors que c'est un enjeu stratégique. Donc, quelque part, comment tu sais que ton manager n'est pas en train de freiner des cas de fer de peur que son collaborateur aille passer une demi-journée, une journée en formation alors que son planning est ric-rac? C'est un super sujet parce que pour le coup, là, moi, je suis en plein dedans. Je l'avais fait chez Franprix auparavant et là, on essaye de le faire chez Synergie. En gros, le principal, c'est comme tout, en fait, c'est que tu inverses la donne. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été le manager ou le RH qui dit bah tiens, collaborateur, tu as besoin de cette formation, donc je t'inscris à, et donc tu es convoqué à une session de formation, ça tombe de nulle part, et on te dit bah dans 2 mois, tu dois être là. Mais on ne te demande pas ton emploi du temps, tout ça. Et l'idée, en fait, c'est d'être collaborateur-centrique, c'est-à-dire que c'est de remettre... Parce qu'il y a les managers, mais c'est aussi de remettre le collaborateur au centre de son processus de formation, au centre de son processus de lui-même de développement de ses propres compétences. De carrière. Voilà. Et donc, l'idée, c'est simplement, en fait, de proposer au collaborateur de s'inscrire lui-même à la formation qui l'intéresse et de mettre un système de filtre par workflow pour le manager qui dit en gros bah ok, lui il peut partir en formation, lui il a besoin de ça ou lui il a pas besoin de ça. Pour autant, c'est pas parce que le manager va dire non que toi t'as pas une trace. Et donc du coup ton collaborateur, s'il s'inscrit à plein de formations et que le manager dit toujours non, là tu peux tu peux aller voir et dire il y a peut-être un sujet en tout cas. Et donc cette logique de rétention, parce qu'elle existe, elle est vite mise en lumière dès que c'est les collaborateurs qui s'inscrivent eux-mêmes à la formation. Après c'est pas facile à faire, mais je pense que c'est nécessaire et structurant. Camille, même question. Je dirais que tant que c'est associé à un KPI ou du moins un objectif que le collaborateur doit atteindre, on n'a pas de souci. Et souvent, j'essaye justement en tant que RH d'avoir cette proximité. Alors on peut encore à 33 et puis 50 en fin d'année, mais quand on sera plus nombreux, ce sera plus compliqué. Du coup là, c'est le collaborateur qui vient te voir toi directement en disant j'ai tel besoin. J'assure régulièrement un point RH et je leur dis c'est à mon initiative ou la vôtre. Le but c'est que l'un comme l'autre on soit garant, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de ressources, etc. Et si vous sentez que pour atteindre tes objectifs, il vous manque un peu ce bloc, cette brique, j'en sais rien. L'idée c'est quand même que moi je fasse le extra mile qui parfois est pas forcément faisable par le manager, qui a 5-6 personnes à suivre et qui, il avait pris le besoin il y a déjà un mois, mais on n'a pas encore pris d'action concrète. Donc tant que c'est appuyé par quelque chose qui va dans cette perspective-là, on n'a aucun problème à accompagner. Ouais. Parce que là, de ce que je comprends, quand il s'agit d'un hard skill, c'est assez facile à justifier et le lier aux objectifs business de la boîte. Mais après, ma question, quand il s'agit d'un soft skill, dans ce cas-là, on fait comment ? Par soft skill, tu as un exemple par exemple je sais pas, un manager qui a des problèmes relationnels avec son équipe et tu vas le former sur l'écoute active, qui vient me voir exemple. en disant je me sens pas à l'aise ou t'as remonté le besoin qu'un manager a besoin d'écoute active. Comment... Oui, ça peut être un cas. Ouais. Je pense que il faut qu'il y ait un échange et une discussion entre les deux. Si c'est moi qui pousse une formation, l'idée c'est quand même de s'assurer qu'il est convaincu lui-même qu'il en a besoin aussi. Lui pousser une formation en sachant qu'il y va
les 4 faire en avant et qu'il a absolument pas envie, il ne ressent pas le besoin, il est persuadé qu'il a aucun souci, je trouve qu'il y a déjà un premier travail à faire avec lui. Je pense que la vraie question, c'était comment tu arrives. C'est facile de mettre en place des formations hard skills parce que c'est obligatoire, ou des formations obligatoires, etc. Ouais. Comment tu arrives à vendre à ta direction générale le fait que tu vas mettre en place un plan de formation concernant certains soft skills? Là, pour le coup, c'est vraiment lié à ces phases de croissance. On va avoir besoin de plus que juste des hard skills. Clairement, on a besoin de gens qui vont y aller, qui vont être force de proposition et avec une capacité d'aller justement chercher du créatif, etc., qui ne sont pas forcément des choses. Je ne vais pas suivre une formation créativité, clairement pas. Mais par contre, de leur mettre à disposition en continu et des outils, des temps, en fait, pour qu'ils puissent se former, qu'ils puissent aller avoir justement les yeux un peu partout. Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'être vraiment alignés avec ce besoin-là. Et j'allais dire la direction, donc toutes les équipes sont alignées et derrière le projet et la ligne directrice, il n'y a pas de... Je pense qu'on a cette capacité en start-up de pouvoir être réflexe là-dessus, ce qui sera moins le cas des grosses boîtes, parce qu'en effet, les soft skills... Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est que autour, à l'extérieur, tu entends vachement... le collaborateur dans l'entreprise doit avoir tous les avantages, toutes les choses qui lui permettent de se développer, de son employabilité, également développer toutes ses compétences, même si elles ne servent pas forcément à l'entreprise. Ça, c'est ce que tu entends dans la communication extérieure. Mais quand tu es dans l'entreprise et que, je donne un exemple bête, mais hyper caricatural, mais ton collaborateur, il est passionné par le côté ébéniste, tu vois, il veut se former à l'ébénisterie. Ça lui sert lui parce que ça développe son employabilité, ça le rend passionné, donc dans son travail il sera plus investi. La boîte lui a permis de se développer là-dessus. Après, est-ce que c'est à nous, entreprise, de lui proposer cette formation ou pas? C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que parce qu'il va se sentir plus épanoui, il va être plus productif et donc je lui propose cette formation? Ou alors, est-ce que j'axe la formation sur le côté plutôt stratégique de ce que j'ai besoin moi en tant qu'entreprise et on trouve un espèce de juste milieu entre les deux pour l'aider à faire à l'extérieur ce dont il a besoin. C'est un vrai sujet et aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui ont des attentes qui ne sont pas en relation forcément avec leur métier. Ok. Et il y a juste... On va se mettre dans des situations, j'imagine que les budgets ne sont pas illimités quand il s'agit de la formation. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Et donc, si on est dans une situation où on a beaucoup de demandes, que ce soit à la part des collaborateurs ou du management, dans ce cas-là, comment on va prioriser le choix des soft skills qu'on va pousser aux collaborateurs? Ou comment concilier un maximum les deux, quoi. D'autant qu'avec pour pousser avec le nouveau CPF, les collaborateurs vont encore plus venir vers vous aujourd'hui. Ouais. Après, il faut encore qu'ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne. Parce que le CPF, c'est vrai que... Du moins, c'est à toi de leur expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai aussi. Normalement, non. Puisque ça a été sorti du cadre de l'entreprise. Oui. Mais on s'en sert beaucoup quand même aussi. Ouais. Je dirais qu'il y a des outils comme par exemple Udemy, qui est vraiment international en plus, donc ça s'adressera à toute typologie de profil. Tu auras autant de contenu théorique, pratique que justement sur plus soft skills, les prises de parole par exemple en public ou des choses comme ça. Mais par contre, moi j'avoue que dans les propositions que j'essaie de faire, j'ai découvert une boîte qui s'appelle Pollen, P-O-2-L-E-N, et qui propose justement des après-midi justement de formation. Donc ce sera sur un sujet. La dernière que j'ai suivie, c'était sur le lean recrutement. Donc il y avait du hard skills, mais il y avait aussi du soft skills parce que c'est alors là pour le coup, je crois que c'est Louis Moulel qui était de chez Théodo qui nous partageait ses bonnes pratiques justement sur tout ce qu'il avait pu mettre en place ces dernières années sur le lean recrutement. Et donc il prenait en exemple les boîtes qu'il avait en face de lui, donc les personnes qui participaient à la formation. Et en fait, de fil en aiguille, on développait beaucoup plus de compétences que juste le hard skill, c'est quoi le lean recrutement. Donc je dirais que moi, je vais essayer de tendre vers des formations qui vont être un peu plus larges que juste le sujet sur lequel le collaborateur a besoin d'être formé. Et si possible, des formats comme Sud Pollen, où c'est un collaborateur d'une autre boîte qui va aller nous partager un maximum de ses retours à lui, de tout ce qu'il aura développé autour, et qui aura un peu ce côté mentoring que je cherchais justement tout à l'heure. Ouais. Pollen, c'est une filiale de Bidis? Non. Pardon, c'était pour la blague. Et toi, tu travailles avec Miel? Ouais, grave. Non, mais je pense que la clé, en fait, si tu veux, il y a un vrai sujet de financement de la formation parce qu'aujourd'hui, c'est sur les enveloppes internes des entreprises, sauf si tu es dans les sociétés qui sont dans le plan de développement des compétences. Mais aujourd'hui, moi, je pense que la clé pour pouvoir réussir à dépenser, entre guillemets, le moins d'argent possible, mais avoir le plus de qualité possible, c'est l'internalisation à balle. En gros, c'est plus tu internalises, moins tu dépenses d'argent à l'extérieur sur des prestataires externes. En plus, il y a je parle pas des outils.
Mais les prestataires externes, t'en as tellement qui se créent, qui se montent, qui sont capables de former. Tu sais même pas comment les choisir en fait en réalité. Donc moi je pense que l'intérêt c'est quand même de proposer à tes collaborateurs qui eux, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sous le terme de FIO, donc ce sont des formateurs internes occasionnels que tu rémunères à l'occasion effectivement sous forme de petites primes par rapport à leur temps de formation. Mais plus tu démocratises la formation, et attention, tu en perds pas non plus les compétences, tu perds pas la qualité de formation, plus tu auras de ambassadeurs de la formation qui seront en capacité de transmettre leur savoir, et en plus ça valorise dans leur métier. Mais voilà, la clé pour moi c'est assez ça, c'est l'internalisation. Après il faut faire comprendre aux directions que tu as besoin de formateurs internes qui vont par monts et par veaux pour pouvoir former les collaborateurs. Ces formateurs internes, c'est des salariés qui deviennent eux aussi, donc qui reçoivent une formation, qui deviennent des formateurs internes. Des salariés qui forment leurs collaborateurs sur leur temps, sur un petit temps donné, par exemple, je sais pas moi, 2 jours par mois, mais également des collaborateurs qui sortent de leur métier pour devenir des formateurs. Et vous rémunérez ces formations-là. Ouais. Ok, très intéressant. Et tu les trouves comment? Ils s'autodéclarent ou c'est toi qui les identifie? Il y a un mélange des deux. Il y a une autodéclaration, c'est-à-dire il y en a qui ont fait un appel à candidature, il y en a qui lèvent la main et qui disent moi ça m'intéresse. Et à côté de ça, on a aussi des managers qui disent ouais lui oui et l'autre non, parce que il faut un mindset, il faut des compétences pédagogiques. Je dis pas de l'ingénierie, mais au moins de la pédagogie, de la transmission. Et il faut également une logique autour d'être expert sur ce que tu transmets. Mais vous les formez à devenir plus pédagogues? Ouais, on leur fait un onboarding et tout ça. Ok. Mais je pense que c'est une pratique, il n'y a pas que nous qui le faisons. Je pense que c'est une pratique qui se démocratise beaucoup. Le peer-to-peer learning, tout ça va dans cette dimension-là. Je pense que vous faites beaucoup aussi. Système de compagnonnage, ouais. C'est important. Moi, j'aurais bien été sur le sujet que tu as un peu abordé tout à l'heure, Jonathan, en disant il n'y a pas que l'entreprise qui doit donner, le collaborateur doit s'investir. Et ça aussi, c'est une tendance, quelque chose qui est un peu remis en cause aujourd'hui, de dire, à un moment donné, le collaborateur, faut peut-être aussi qu'il prenne sa vie en main au sein de l'entreprise, et l'entreprise n'est pas là pour tout lui servir sur un plateau. Non, clairement pas. Aujourd'hui, je pense que... Mais au même titre qu'aujourd'hui, la première chose que tu fais quand tu as besoin de te former, tu vas sur YouTube, tu regardes un tuto ou ce genre de choses. Et c'est devenu en fait une pratique un peu très répandue en fait. Donc c'est à nous aussi, entreprises, de mettre à disposition les moyens et les outils pour que les collaborateurs puissent se former comme ils en ont envie, tout en assurant le service formation stratégique dont tu as besoin. Mais il faut savoir faire les deux. Je pense que toi aussi, tu jongles là-dessus. Je pense que c'est important si on veut vraiment fidéliser les collaborateurs. Ouais. On se doit de débroussailler un peu, mais c'est quand même aux collaborateurs d'aller tracer... d'autant plus dans les startups, mais tracer un peu son bout de chemin, apporter quelque chose de nouveau et justement une capacité à aller chercher ses sujets, ses moyens d'aller atteindre ses objectifs. Le but, c'est pas de lui dire toutes les petites étapes qu'il faut aller franchir pour atteindre ton objectif. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de com sur les réseaux où l'entreprise doit arriver avec des lingots d'or, du champagne, etc. Mais en réalité, le discours aujourd'hui, c'est de dire aussi, attention, les collaborateurs n'arrivent pas dans un hôtel en vacances. L'idée, c'est aussi d'être responsable. Tu l'as dit tout à l'heure, tu disais, un collaborateur va nous demander des formations qui n'ont rien à voir avec son job, et on va se poser la question de peut-être, peut-être pas. Mais au final, le collaborateur qui se pose déjà cette question, il est déjà pas sûr de sa propre carrière au sein de l'entreprise. Donc il y a déjà un clivage qui n'est pas bon et qui va pas... ça matche pas, quoi. Après, il y a quand même une question de temporalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut tout très vite. C'est-à-dire que dès que tu arrives, tu veux tout de suite les avantages qui vont avec, les formations. Et je caricature en disant, je maximise, mais je pense qu'il y a aussi, dans la logique de fidélisation, des récompenses à obtenir lorsque tu restes dans une entreprise. C'est-à-dire que, alors oui, il y a ton parcours de onboarding, il y a ton suivi, mais il y a aussi cette logique de, tu es resté 3 ans, donc potentiellement, tu peux développer d'autres compétences que tu n'aurais pas pu développer si tu étais resté 6 mois. C'est un peu donnant-donnant, en fait. Et je pense que c'est à nous, entreprises, d'arriver à proposer des parcours un peu plus longs, même si les gens ont envie de zapper et partir plus vite, pour essayer justement d'apporter cette logique de rétention qui fait beaucoup défaut ces derniers temps. Donc plutôt en récompense. Je pense que c'est quand même la clé, oui. Mais ça veut dire aussi qu'en amont, tu structures tes équipes par niveau, entre guillemets. Exactement. En disant, tu arrives, tu as tel niveau de compétence, c'est plutôt junior, mais à terme, au bout de 2-3 ans, et tu pourras aller débloquer, entre guillemets,
pas avantage, mais d'autres options, typiquement d'aller te former sur tel autre truc. Ouais, Parce que c'est vraiment des parcours, quoi. C'est comme aujourd'hui, quand tu progresses dans un jeu vidéo, je suis désolé. Tu sais quoi, j'étais en train de penser à Pokémon là. Mais non, mais c'est vrai, clairement, moi je suis un peu un geek là-dessus, mais quand tu progresses dans un jeu vidéo, t'arrives pas tout de suite. Tu débloques des récompenses, niveau 9, quoi. elles arrivent pas tout de suite. 25. C'est petit à petit en fait. Et puis même pour le collaborateur, c'est quelque chose d'évoluant, de maturant. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, un collaborateur ne s'inscrit pas forcément sur 25 ans en effet dans une boîte. Comment est-ce que tu t'assures que quand même il se projette un minimum chez toi et il faut lui en donner assez pour qu'il reste, mais aussi pour le motiver et se dire ok, là j'ai envie de développer telle compétence, je sais qu'ils m'accompagneront, donc je reste plus longtemps. Ouais, et qui plus est, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'aujourd'hui on est dans une temporalité, et sûrement je vais me faire tuer quand je vais dire ça, mais on est dans une temporalité où aujourd'hui le collaborateur, s'il a plus rien à trouver dans l'entreprise et qu'il veut aller quelque part d'autre pour acquérir des nouvelles compétences, il peut sortir et bien revenir. Donc en fait, on en parle beaucoup des salariés boomerang ces derniers temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu proposes des parcours même qui sont cisaillés, tu commences comme ça, tu as un intermède, tu reviens avec de nouvelles compétences et ça donne envie de revenir dans la boîte où tu te sens bien en fait. C'est pas plutôt un problème de mobilité horizontale, verticale, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans... T'es junior, t'es confirmé, t'es senior, mais en fait, il y a aussi une transversalité possible. Alors peut-être pas dans une start-up, mais toi, dans un environnement de 5-10 000 collaborateurs, il y a peut-être des chemins de carrière différents qui peuvent s'offrir aux collaborateurs. Je sais pas, passer de la RH au marketing ou du marketing au commerce. Ouais, il y a un petit truc qui est assez drôle, je remarquais, c'est que tout le monde vient dans les RH, mais les RH, eux, ils vont nulle part dans les autres services. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où... Pourtant, 80% d'entre eux sont frustrés. Ouais. Les RH Et pas contents. Ouais. Pas content. Du coup... Non mais c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde vient dans les Jonathan, il a l'air content. Oui. Non mais je pense qu'il y a un côté, tu sais, genre, c'est pas que junior, senior, effectivement, mais... Quand je dis quand on dit une graduation, ça veut dire effectivement, elle peut être horizontale, elle peut être verticale, elle peut être diagonale, parce que tu as des missions en parallèle de tes missions actuelles. C'est quelque chose d'un peu effectivement dimensionnel entre guillemets. Mais il y a quand même dans la tête des gens cette évolution hiérarchique de je passe manager, je passe super manager. Enfin, ça reste dans l'inconscient collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte où tout va plus vite, j'ai envie de tout en même temps, et toi, côté RH, tu as tes obligations, et là, tous les 6 mois, ça tombe. Je pense notamment, je parle le sujet de la RSE, par exemple, qui va commencer à faire mal d'ici quelques mois, qui va commencer à être pénalisé. L'IA qui arrive dans l'entreprise, on a fait des sondages où les RH nous disent les collaborateurs ont peur, mais pour autant... ils mettent pas grand-chose en place pour leur dire collaborateurs ont peur de se faire virer, mais en même temps, personne ne leur dit rien. Est-ce que ça joue sur des plans de compétences ? Parce qu'avant, quand on montait un plan de compétences, on récupérait les besoins une fois par an, on faisait son plan de compétences, c'était reparti pour 1 an. Est-ce que c'est encore viable, ça, aujourd'hui ? Camille ? Je dirais que tu es un peu plus concerné que moi dans une grosse boîte. Parce qu'on aura, nous, cette capacité, peut-être plus facile et plus aisément à rebondir. Au bout de 3 mois, on change, on repart, on reprend. Donc je dirais que les RH, on a vraiment ce besoin de concilier le côté action corrective, action préventive, je vais anticiper, je vais revoir, je reprends, etc. Je peux tourner dans tous les sens le sujet. J'avoue que dans un grand groupe, je ne sais pas ta capacité de manœuvre, en fait... Comment est-ce que tu avances, tu recules, tu peux reprendre à gauche En fait, en réalité, je pense que ça revient à la question du budget. C'est-à-dire que quel budget tu peux mettre dans ta stratégie de développement des compétences. Si tu internalises et que tu démocratises la formation, tu peux potentiellement former autant que tu veux. Tu seras plus réactif. Oui. Et donc, si tu peux former autant que tu veux, tu peux avoir beaucoup plus les mains libres pour proposer des formations qui sont... différenciantes ou des parcours qui sont différenciants. C'est sûr que si tu externalises tout, à un moment, il va y avoir une priorisation à faire où tu vas aller sur des axes qui sont plutôt stratégiques. Par rapport aux compétences dont tu parlais, intelligence artificielle, tout ça, je pense que encore une fois, il faut être collaborateur-centrique et il faut demander aux collaborateurs quels sont ces usages les plus fréquents. Moi, je prends l'intelligence artificielle. Aujourd'hui,
il n'y a pas de charte, en tout cas chez nous, intelligence artificielle, comment on l'utilise. Mais je pense qu'avant même de mettre ça en place, il faut d'abord... Celui qui sait comment le mieux l'utiliser pour l'instant, c'est le collaborateur lui-même, puisque dans chaque métier, il va aller trouver la façon dont il va utiliser ça. Moi, je l'utilise en RH d'une certaine façon, toi, tu dois l'utiliser d'une autre façon. Ton collaborateur en marketing, il doit l'utiliser d'une autre façon. Et finalement, c'est en réunissant toutes ces espèces de pulses, ces sondages en fait, que tu vas faire en interne, que tu vas dire, tiens, voilà les usages qu'on a chez nous sur tel métier par rapport à l'IA. Donc là, tu es en train de me dire que tout le monde a laissé dériver dans chaque service de façon individuelle et que les RH en sont à se dire peut-être falloir qu'on fasse une enquête pour voir dans quel sens ça part. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, je pense qu'on n'a même pas laissé dériver. Tu n'as pas le choix. C'est comme si tu essayais d'arrêter un courant d'air ou de l'eau. Quoi. Tu peux pas. En fait, tu peux limiter en disant vous ne l'utilisez pas sur vos ordinateurs professionnels. Et encore, je pense que tu peux stopper entre guillemets les domaines. Mais... Tu peux orienter les usages. Ouais. Voilà. Mais ça ne s'arrêtera pas en fait. Un périmètre trop fermé, je pense que le collaborateur, il cherchera du coup une autre boîte. Quoi. Ouais. Vraiment, Je pense que tout ça revient au sujet de responsabilisation dont on parlait juste à l'instant. Parce que, et aussi à prendre en considération, c'est qu'il y a des salariés, peut-être qu'ils viennent d'arriver dans une entreprise, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas s'il a le droit d'aller se former sur son temps de travail. On peut avoir des salariés où ils travaillent 1000 heures par semaine, j'exagère, mais ils n'ont pas le temps pour la formation non plus. Donc peut-être que ça serait un peu trop facile de dire salarié, responsabilise toi-même. Tu vois. Donc est-ce que les RH et les managers, voire la direction, ils n'ont pas un rôle à jouer sur déjà commencer par responsabiliser les salariés, leur dire vous pouvez nous remonter vos besoins, vous pouvez vous former, vous pouvez... je dirais d'être exemplaires eux-mêmes. Parce que souvent les équipes suivent un peu ce que font les managers. S'ils voient que dans leur quotidien et dans leur pratique, ils utilisent certains outils, bingo, ils vont y aller. Ils vont être incités pour atteindre leurs objectifs, à trouver les moyens. Et je sais pas toi, mais je trouve que la culture, ça passe aussi par tout ce qui se fait un peu là-haut. T'as un peu envie d'aller reproduire parce que c'est comme ça que tu te dis que c'est la bonne façon de faire. Après, je suis d'accord, c'est clair qu'il faut du process et il faut de la liberté. Donc il faut trouver, encore une fois, c'est une histoire de balance. Il faut un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut mettre à disposition les outils, les moyens, les règles, les chartes, et après laisser dans ce cadre de cadrage, la possibilité de sortir un petit peu du cadre, mais aussi de t'amuser et t'éclater à l'intérieur du cadre. Merci Jonathan. La séquence quiz qu'on va lancer. Alors, quiz, c'est 10 questions, 45 secondes pour répondre. Ça va aller très vite. Okay. Camille, je vais te poser la première. Hamza va te poser la deuxième. Jonathan, c'est parti. Si je te dis formation en ligne, révolution ou simple mode ? Simple mode. Pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter ? Meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, révolution ou récréation ? Un peu des deux, récréation. Auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances ? Bricolage de connaissances. Les robots remplaceront-ils les formateurs, oui ou non ? Non. Formation obligatoire en entreprise, motivation ou punition ? Non, motivation. Auto-formation, autonomie ou isolement ? Autonomie ? La formation, un investissement ou une dépense ? Investissement. Soft skills, indispensable ou juste un terme marketing ? Indispensable. La France est-elle un modèle de formation continue, oui ou non ? Joker. Non mais c'est énorme, ça dépend par rapport à quoi. Mais... Disons qu'elle est plus... Ça va. Ça va. Il y a des bons partenaires. On prend ça pour un oui. Camille, comment tu te formes au quotidien ? Je dirais que je me fais mes petites listes avec les 2-3 points que j'ai envie d'aller creuser. Donc après, je vais chercher différents contenus, ça dépend sur les plateformes. LinkedIn, mais aussi le réseau. Je demande régulièrement à mon réseau les recommandations de podcasts ou en fonction des thèmes que je cherche, des podcasts, des contenus, des lectures. Voilà, j'essaie d'être continuellement un peu au goût du jour. Et il y a quelques bouquins comme ça que j'aime bien partager aussi en retour. Typiquement, il y en a un dernier qui avait été réalisé par Pierre Monclos, je crois, de Youno, justement sur le fait que les RH et les scale-up les RH de scale-up essayaient justement de disrupter un peu par Pierre Monclos et Michel Marabel. Exactement.
Et toi, Jonathan? À part essayer de répondre aux questions de mes gamines, moi je regarde, je veille, effectivement je regarde des newsletters. Tu veilles tard le soir, c'est ça que tu veux dire? Aussi, je dors pas la nuit. J'apprends beaucoup la nuit. Non, mais je regarde effectivement tout ce qui se fait dans la presse RH. Il y a les salons, il y a tous les médias, il y a des logiques aussi autour des ouvrages, des livres blancs, tous les livres blancs qu'on peut pouvoir lire. Il y a aussi beaucoup ce que tu apprends avec tes collaborateurs, tes collègues. Enfin, tu te nourris en fait continuellement aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose où tu es formé quoi qu'il arrive partout tout le temps. Donc je pense que ça reste aujourd'hui une espèce de savoir diffus que tu arrives à attraper un peu partout. Top. Merci Camille, merci Jonathan. Merci à vous. Avec plaisir. Très chouette.